Voilà, bonjour. C'est avec grand plaisir et une honneur que je peux présenter ici l'honneur de vous adresser la parole. Comme je suis flamande vivant en Belgique, partie néerlandophone, j'aime bien aussi le français. Et donc, si parfois je ne trouve pas les mots pour m'expliquer parfaitement en français, c'est parce que le français, c'est ma deuxième langue, qui a été refoulée les dernières années par l'anglais, par ma position comme membre du bureau dans la Société européenne d'hypnose et la Société internationale d'hypnose. Le sujet pour aujourd'hui, la culture du bonheur. Je n'ai pas fait mal d'études là-dessus, et surtout dans ce temps où beaucoup de gens souffrent de frustration et de burn-out, je pense que c'est important d'adresser la parole et de parler de ce sujet, et en plus de voir à quel point l'hypnose pourrait nous aider à améliorer notre humeur et trouver le bonheur. Le vrai bonheur, parce que quand on ouvre la porte, on peut choisir plusieurs chemins, et comme Seligman qui a étudié le bonheur dans tous ses aspects, il y a plusieurs chemins vers le bonheur. Il y a l'hédonisme, et là c'est le plaisir pur, avoir des émotions positives, parfois de courte durée, et ça a rapport à la stimulation sensorielle. C'est l'hédonisme. Deuxième chemin, c'est le développement, et ça veut dire que nous avons tous des talents, que nous avons tous des traits caractériels préférés, et qu'on peut avoir la satisfaction de développer toutes ces qualités et tous ces talents. Troisième chemin, c'est le chemin vers une vie significative. Et là, on se réalise qu'on fait partie d'une société et qu'on a tous des qualités qu'on peut mettre en service d'un plus grand but ou qui peut servir à plusieurs personnes. Utiliser les trois routes, c'est le chemin vers une vie pleine. Quelques mots sur l'hédonisme. Je pense, quand on part en vacances, on vous dit bonnes vacances, et ça veut dire surtout hédonisme, stimulation sensorielle, le bon goût de la nourriture, voyager en France avec tout ce qu'il y a de bonne nourriture et des boissons et du vin. C'est l'odeur d'un bon parfum, c'est le massage, le plaisir sensoriel. Toutes ces choses qu'on peut réjouir, mais avec ça, il y a des périodes de réfraction. Il faut le temps pour la digestion, il faut le temps pour la récupération, donc c'est assez limité. Et il y a aussi le risque de s'habituer ou le risque d'adaptation, et ça fait partie de la recherche continue de nouvelles stimulations, ce que certains addicts des drogues en rencontrent. Et il y a aussi risque de compulsivité, recherche de plaisir, de l'alcool, plus fort, drogue, sexualité, d'aller à la limite. Voilà, pas encore temps pour le dîner, mais en tout cas, peut-être déjà l'imagination qui commence à se mettre en marche. Deuxième voie, c'est la mobilisation des compétences de développement. Ça veut dire que tout d'abord, c'est intéressant de découvrir vos talents. Et là, il y a un questionnaire en ligne, Authentic Happiness, dans plusieurs langues, pour découvrir vos talents, vos caractéristiques que vous pourriez développer. Il y a 240 questions, et après, vous allez recevoir les résultats et les 24 caractéristiques ou compétences. Les plus importants, deuxième, troisième, et là, vous pouvez faire le choix lesquels à développer.
Et ce qui est intéressant, c'est quand on peut mobiliser ses compétences pour atteindre ses buts, on va développer une positive image de soi-même et peut-être réussir mieux dans la vie. J'ai mis ici un quote de Stephen Hawking. However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at it. Donc j'ai vu le documentaire sur sa vie et comme il avait été affecté par la maladie, mais il a toujours continué avec les capacités qui lui restaient pour écrire et surtout l'activité de son cerveau pour développer des théories universelles très importantes. Donc je pense que c'est un vrai exemple de résilience et de mobiliser les compétences qu'on a, malgré toute adversité. Il y a le chemin vers la vie enrichie. Ça veut dire donc de mobiliser les compétences. Et si vous pouvez vous organiser dans la vie, trouver un travail ou un environnement où vos compétences sont utiles et peuvent être mobilisées, vous avez de la chance d'avoir plus de satisfaction au travail et moins de risques de burn-out. Et quand les défis sont en balance avec les compétences, on peut entrer dans la zone transnaturelle, une expérience de flow. Et donc là, c'est très bien parce que là, on mobilise de l'énergie, on entre dans la zone de flow, là-bas. Et si on a trop de compétences sans défis, il y a l'ennui. S'il y a trop de défis et on manque de compétences, il y a l'anxiété et le stress négatif. Un petit résumé des deux chemins, donc joie, plaisir, courte durée, sens, expérience corporelle, risque d'habituation, consommation, et c'est surtout la satisfaction biologique. Avec la mobilisation des compétences, on a la satisfaction de longue durée, c'est résistant à l'habituation, de plus on fait, de plus on veut faire, c'est plutôt un investissement psychologique et ça veut dire croissance, développement. Si on se rappelle Maslow et la pyramide, c'est le but de la vie de se développer et de mobiliser toutes ses compétences. Voilà. Alors, significatif, c'est qu'on va utiliser ces compétences pour appartenir à quelque chose de plus large, de plus significatif, l'universel, comme a bien expliqué Teresa. Donc là, on donne du sens à la vie et, par exemple, les bénévoles, très nombreux ici. On a aussi trouvé que des bénévoles ont une amélioration de 6 aspects de bien-être: bonheur, satisfaction, estime de soi, perception de contrôle, santé physique, dépression. Donc, c'est très bien d'être bénévole ici et dans d'autres endroits, dans d'autres sociétés. Voilà, encore un petit résumé. Les 3 chemins vers le bonheur et la vie pleine. Donc là, il y a le questionnaire, mais pas en français. Donc, je pense que c'est vraiment utile qu'il y aurait quelqu'un pour traduire en français. Alors, on a un petit résumé de les pays où les gens sont les plus heureux. Et donc, j'ai visité le Danemark pour un congrès. Et là, il y avait quand même beaucoup de satisfaction et la joie de vivre. Donc, ici, on a... Oh, j'ai arrêté. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, excusez-moi. Comment avancer? Je ne sais pas si je peux avancer un peu plus vite.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour avancer un peu plus vite ou... Excusez-moi. C'est un qui note? Oui. Ah, mais peut-être ici. Ah oui, d'accord. Non, c'est plus loin. Encore plus loin? Plus loin, oui. Là? Oui, ouais, ici. Oui, c'est ça. Oui, prochain. Oui, ça va. Donc ici. Oui, merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est balance, dépression, bien-être, et la question si l'absence de dépression est suffisante pour prédire le bien-être. J'aime l'aspect fleurir, et là il y a un continuum entre dépérissement, languish en anglais, la santé mentale modérée et fleurir. Ce sont les recherches de Keyes, et ce qui est intéressant, c'est que l'absence de santé mentale a des conséquences au niveau de l'économie et dans la vie sociale, et que le dépérissement des gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau, qui n'aiment pas leur travail, qui sont en route vers le burn-out, que c'est répandu comme les dépressions majeures. Donc ça veut dire que ça provoque des troubles importants au niveau psychosocial et qu'il y a aussi un lien, à mon avis, avec le burn-out. Donc ici, il y a le modèle de santé mentale complète avec les deux axes, l'axe de bien-être et l'axe de maladie mentale. Donc, fleurir dans la vie veut dire qu'on est basse, qu'on n'a pas de maladie mentale ou absence de maladie mentale et en plus un bien-être très positif. Maladie mentale et santé mentale sont en corrélation, mais comme vous avez vu, ils se trouvent sur un différent axe. Et donc, prévention et traitement des maladies mentales ne résultera pas d'office en individus plus harmonieux. Donc, il faut un peu plus pour atteindre la satisfaction dans la vie. Et c'est ce qui est parfois oublié. Et peut-être que là, il y a le domaine de coaching où on veut aider les gens à se réaliser complètement et à développer. Donc, c'est important de comprendre la nature, l'étiologie des compétences et aussi donner des informations et des notions de ce qui pourra aider à développer les compétences et les qualités chez les patients qui souffrent des maladies mentales. Ici, il y a des statistiques qui ont été faites pour mettre en lumière le nombre des personnes qui souffrent de dépérissement et en plus la relation avec la dépression. Mais il y en a aussi qui ne sont pas déprimés, mais qui ont quand même le dépérissement. Et il y en a aussi qui ont les deux, mais un nombre important qui a purement le dépérissement et donc qui ne fonctionne pas dans la vie au niveau qu'on pourrait s'y attendre. À mon avis, un des défis pour l'avenir peut être de promouvoir le bien-être dans la société, surtout dans les situations contemporaines où il y a beaucoup de malaise et de frustration, et se demander la question comment développer et faire le changement de dépérissement à fleurir et trouver les chemins pour prévenir les risques de dépression, de burn-out, en promouvant les aspects de fleurir. Et je pense que là, ce n'est pas seulement le travail pour les clients individuels, mais c'est aussi important d'avoir un impact
dans les milieux de travail et dans la société pour promouvoir le bien-être. En hypnose, on aime les symboles, donc fleurir, ça veut dire de semer quelque part des lois, des graines, de semer des graines. Et quand on s'attend à une bonne récolte, important de préparer le sol, de faire le choix des grains qui sont utiles, de bons grains, de travailler la terre, avoir patience, attention, ajouter ce qu'il faut, protéger si nécessaire, programmer, s'attendre à des surprises. Donc, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne comme cadeau de Noël, c'est quelque chose qui est le résultat du travail et d'investissement. Et je pense que là aussi, c'est important que les jeunes apprennent à quel point quand on fait des efforts, on a beaucoup plus de satisfaction que si on donne tout sans faire des efforts. La relation entre les efforts et les effets positifs est important pour continuer d'être motivé pour faire des efforts. Oui, donc ici, c'est le même dia. Mais donc en psychologie, ça veut dire que c'est important d'avoir le milieu et le support pour le développement, de connaître ses compétences, de remplir le questionnaire, d'avoir des ressources, de ne pas aller trop vite, il faut patience, attention, de parfois avoir des résultats inattendus ou des frustrations, des choses qui ne marchent pas très bien, comme un client à moi qui va commencer à cultiver un petit potager, c'est ça, et qui était très anxieux que ça n'allait pas réussir, mais donc je lui ai dit, c'est un expériment, et attendre le moment idéal en psychologie pour se réaliser, célébrer le succès, l'accomplissement. Et alors là, le bonheur, comme la récolte, c'est le résultat des efforts et du travail. Quand on observe les gens, c'est intéressant de voir que chacun a son propre devise, est sur Internet, dans les bus, dans les trams, il y a Wi-Fi en Anvers. Donc, parfois, il n'y a même plus de communication entre les gens qui sont à côté l'un de l'autre. Et chaque moment libre, on est là pour vérifier les messages de Facebook et de contrôler tout son réseau social. Pourquoi? C'est un signe du temps. Mais il y a un autre aspect, et c'est l'aspect de mind wandering. Ça veut dire, on a fait une petite recherche, et c'était des étudiants qui étaient mis dans une chambre pour passer le temps sans rien faire. Et ça ne les plaisait pas du tout. Et ce qui se passe, c'est dans ces moments vides où on n'a rien à faire, il y a une activité du réseau du mode par défaut. Et c'est un réseau de zones du cerveau qui sont plus actives durant l'exécution des tâches peu exigeantes, le repos, rien faire. Et ça, on n'aime pas tellement. Et ça, il faut s'habituer. Donc, dans la méditation, on s'habitue à ces moments de méditer
ou d'avoir peu d'activité dans le réseau mode par défaut. C'est tout un contraste avec le flow, l'engagement, là où on va se focaliser et se perdre dans une tâche ou s'oublier moi-même. Donc c'est un contraste. Ce qui est intéressant, selon des recherches très récentes, c'est ce qui se passe en hypnose avec ce mode par défaut. Donc, l'hypnose aussi pourrait produire des changements dans le réseau du mode par défaut. Et c'est le contraste avec la méditation, parce qu'en utilisant l'hypnose comme moyen de modifier l'état de repos, l'état de défaut, avec les mesures subjectives et l'imagerie du cerveau, donc on sait tous que l'hypnose est un état de conscience active. Les auteurs ont découvert que l'état d'absorption attentionnelle qui suit une induction hypnotique était associé à une réduction de l'activité du réseau mode défaut et à une augmentation de l'activité des systèmes attentionnels. Ça, on le savait déjà, mais je pense que c'est intéressant de voir à quel point l'hypnose et la focalisation et l'absorption est en contraste avec l'activité du réseau de mode de défaut. En hypnose, en plus, on a la flexibilité cognitive, les suggestions et le strobe effect, les suggestions post-hypnotiques qui peuvent interrompre les processus automatiques ou le strobe effect, et la pratique et la répétition. L'habitude de mobiliser des cognitions positives donne des émotions positives. Et la répétition des états de cognitifs positifs produit des états d'émotions positives et vice-versa. Comme le petit poisson, voilà, à moitié vide, et l'autre qui dit « tu es toujours un pessimiste ». En hypnose, nous pouvons générer des émotions positives et la pratique avec les ponts d'affect, les souvenirs, les bons moments, la gratitude, ce qui donne plaisir, revivre ce qui donne du plaisir et même la manière sur laquelle les fourmis travaillent ensemble, c'est très chouette. Pour nommer seulement quelques aspects de l'hypnose, pour la motivation, l'espoir, le but, les défis, comme je vais expliquer dans l'atelier demain, le voyage dans le temps, se créer l'avenir désiré, vivre son avenir. Et j'aime bien le concept qu'en hypnose, nous pouvons créer des souvenirs de l'avenir. Nous allons créer le réel. Et les répétitions vont aider à installer des pensées, des comportements désirés. Et la neuroplasticité va nous aider pour changer l'humeur de base, la nouveauté, l'exercice, l'entraînement, l'attention focalisée qui peuvent fataliser la croissance du cerveau. Donc des influences sociales qui vont se trouver incorporées biologiquement à travers des modifications de l'expression génique spécifiques dans les neurones spécifiques situés dans les zones, elles aussi, du cerveau. Et là, on peut faire la comparaison avec le ski de fond. La première personne qui va commencer à dur, mais de plus personnes qui passent par le même trajet, de plus facile. Donc, c'est comme la neuroplasticité. Donc, conseil, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ce que Antoine de Saint-Exupéry a déjà dit. Et donc, accès au bonheur, les différents points que je vais expliquer en détail dans l'atelier demain.
psychoéducation, les valeurs essentielles, générer des émotions positives, se libérer des émotions négatives, l'image de soi, les connexions, très importantes, le chemin vers la pleine vie. Donc, pour résumer, il y a plusieurs concepts du bonheur et ça vaut la peine aussi avec les clients de passer en revue quelques définitions et d'y arriver à avoir une certaine définition sur c'est quoi le vrai bonheur. Vous êtes à la recherche de quoi? La psychoéducation et quelques questionnaires peuvent servir de révélateurs pour faire les liens avec les valeurs essentielles. L'hypnose est très utile pour semer les graines de bonheur et les cultiver. Et pour contrôler et moduler cognition, émotion, l'image de soi positive, la progression en âge, créer le réel. Voilà. Donc, quand j'avais 5 ans, ma mère me demandait ou m'a appris que le bonheur, c'est la clé de la vie, la plus importante. Quand j'allais à l'école, on me demandait « Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand, quand tu seras adulte ?» Et alors j'ai écrit « Heureux ». Plein de bonheur. On m'a dit, tu n'as pas bien compris la question. Et moi j'ai dit, vous ne comprenez pas la vie. Merci de votre attention.